va commencer en 1950, à un moment où Ipouste-Gui a 30 ans, et où il va réaliser sa première œuvre monumentale qui s'appelle le Christ à Maggi, à l'origine. Cette pièce qu'il va travailler en plâtre dans son jardin à Choisy-le-Roi est une pièce qu'il va dédier à un noir américain qui est condamné à la chaise électrique. Maggi est quelqu'un qui a été accusé de meurtre. Les conditions du procès ne sont pas très claires, les conditions non plus de l'accusation. Et ce personnage a été déjà gracié 3 fois par le président des États-Unis. À quelques instants de la chaise électrique. Et il y a énormément de mouvements aux États-Unis, mais aussi dans toute l'Europe et même à Paris pour sauver Maggi, dont on imagine qu'il est probablement innocent. Et c'est dans ce contexte qu'Ipouste-Gui réalise ce Christ qu'il réalise en plâtre, mais qu'il va peindre de la couleur noire et qu'il va dédier à ce personnage pour lequel on fait des grandes manifestations. La sculpture est terminée en 1950 et Maggi passera finalement sur la chaise électrique en 1951. Je raconte cette histoire parce que ce Christ ensuite va rester pendant presque 40 ans dans le jardin. Sous des bâches, un petit peu à l'abandon, dans un coin, enfin. Voilà. Et finalement, en 1990, Ipouste-Gui reprendra cette sculpture et la transformera en un Christ plus intemporel qui est aujourd'hui installé dans l'église de Dun-sur-Meuse. Il a aussi réalisé une version en résine qui est installée à Troyes. Aussi, au musée de Troyes, au musée d'art contemporain de Troyes. Et ça, c'est la version brute. Voilà, il y a 2 versions, la version en patine noire et la version brute aussi, qui était destinée à son épouse, donc ma mère, qui est très attachée voilà, à ce Christ. Et c'est une pièce qui est vraiment intéressante parce que Ipouste-Gui, jusqu'en 1950, est un très grand dessinateur qui a commencé avec des cours du soir de dessin de la ville de Paris. Il ne vient pas du tout du milieu des artistes. C'est quelqu'un qui a travaillé très jeune. Son père est menuisier, ébéniste, sa mère est coiffeuse. Ils sont dans le village... dans la ville de Dun-sur-Meuse, dans le nord de la Meuse, et ils vont aller travailler très vite en région parisienne ensuite. C'est là qu'il prendra son premier boulot. On raconte toujours qu'il travaillait, il était coursier pour un fabricant de chaussettes, et c'est en livrant des chaussettes un jour qu'il est tombé sur une affiche de la ville de Paris qui proposait des cours du soir de dessin. Il était quand même d'une famille où on était poète, puisque son père faisait du théâtre amateur, jouait du violon, enfin voilà, il y avait un ferment il y avait un ferment de pratique de l'art en amateur, donc il était baigné quand même dans une liberté poétique, et lui prend ses cours de dessin. La Seconde Guerre mondiale arrive, il part dans le sud de la France, il est cimentier sur le mur de l'Atlantique, et lorsqu'il revient à Paris, qu'il devient professeur de dessin, qu'il remporte le concours général de dessin, il va devenir professeur de dessin et il va... garder de sa pratique du ciment de cette période un savoir-faire du modelage qui va vraiment nourrir cette pratique de sculpture. Mais au départ, il fait du dessin, il fait de la peinture et il fait un peu de modelage. Il fera aussi des vitraux pour une église, il travaillera sur la décoration d'une église. Saint-Jacques de Montrouge, oui, voilà. Avec une bande de copains rencontrés justement au cours du soir de la mairie de Paris, avec qui il restera très proche jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et donc ce Christ, on a voulu commencer l'exposition avec lui parce que c'est la première pièce en très grande dimension que fait Ipouste-Gui. Il faut se remettre dans l'ambiance des années 1950 à Paris, où on est sorti de la Seconde Guerre mondiale avec un rejet de la pratique de la figuration et un désir de réinventer un monde au sortir de la guerre et de passer par notamment l'abstraction. On est en pleine aventure abstraite. Alors Ipouste-Gui, lui, conserve un rapport à la figure humaine, mais extrêmement moderne, extrêmement simplifié, extrêmement géométrisé. Et son Christ est comme un T comme ça dans l'espace, avec juste des ombres et des lumières qui permettent de faire rebondir la lumière. Et on se rend compte qu'il s'interroge sur ce qu'il va faire dans les années qui vont suivre, puisque lorsqu'on fait un modelage de corps humain d'une manière classique juste au lendemain de la guerre, ça ne fonctionne pas du tout parce qu'on a été interdit de modernité par le régime nazi, et donc ceux qui font de l'art figuratif sont des gens qui vont dans le sens
des nazis, pour simplifier. Donc faire représenter un corps humain en 1950, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, Ipouste-Gui va faire des expériences abstraites, et on le voit dans la deuxième sculpture qui est ici, il va avoir cette période où, baigné par cette ambiance parisienne, il va faire des expériences abstraites qui sont des choses qu'on a héritées des avant-gardes du début du XXe siècle, et notamment du cubisme. On va peut-être aller vers la deuxième sculpture. Alors voilà une pièce tout à fait étonnante qui est presque une architecture. D'ailleurs, quand on sait qu'il a, il y a cette histoire de Blockhaus quand il est pendant la Seconde Guerre. Oui, quand il est sauvé parce qu'un soldat allemand qui est là à côté de la gare de Saintes, alors que lui est en train de repeindre les horaires des trains, l'attrape par la salopette et le tire dans un blockhaus, et ce qui va lui sauver la vie, puisque dehors c'est une hécatombe. Donc il a un rapport dans ces pièces des années 50 abstraites à l'architecture protectrice qui est très fort et qui est racontée justement notamment autour de cette idée de protection colossale comme ça, et de ce blockhaus allemand qui lui a sauvé la vie. D'ailleurs, c'est quelqu'un, vous le verrez dans la suite de son existence, c'est quelqu'un qui sera toujours extrêmement politique dans sa réflexion sur les dialogues entre les humains, et c'est quelqu'un pour qui la notion de nation sera toujours beaucoup moins importante que la notion de partage populaire et de partage inter-nation. Et donc ce blockhaus reste un moment fort, parce qu'il dit que c'est le moment aussi où il a pris conscience du fait que finalement ça ne tenait pas à grand chose d'être né en Allemagne ou d'être né en France. Et en tout cas, cette idée du blockhaus va articuler un petit peu les premières œuvres, et celle-ci en particulier, donc architecturale, cubiste, qu'il réalise en 1957 parce qu'il va la présenter dans un salon de sculpture qui à l'époque est très important, le salon de la jeune sculpture à Paris, et lorsqu'il va la présenter, il va la baptiser le tombeau de Picasso. Ça va tout de suite un petit peu faire réagir son entourage en disant mais là tu vas te griller pour toujours, parce qu'on dirait que tu veux enterrer le vieux maître. Donc finalement il va le rebaptiser le cénotaphe, c'est comme ça qu'on parle de cette sculpture aujourd'hui, et qui est vraiment un jeu de labyrinthe de lumière qui passe comme ça entre les blocs, et qui est extrêmement intimidant, comme ça, extrêmement secret, qui est un objet mystérieux un petit peu. Ça m'a toujours fait penser à ce film 2001 Odyssée de l'espace, où on a ce bloc monolithe comme ça qui jaillit et qui n'a pas de nom, et qui est un petit peu une incarnation de la notion de mystère, quoi. Et c'est très beau quand on le revoit aujourd'hui, parce que quand on voit cette pièce, on se dit en 57 ça aurait pu devenir un très grand sculpteur abstrait, et en fait on va voir qu'il ne prend pas du tout cette direction au bout du compte. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que cette sculpture, elle est installée dans les jardins du MIT aux États-Unis, donc un institut de technologie, et effectivement le lien entre 2001, l'Odyssée de l'espace, et puis cette sculpture et finalement notre monde nouveau aussi, c'est assez intéressant de le revoir aujourd'hui, de le redécouvrir aujourd'hui. On va continuer, passer des années 50 aux années 60. Alors, paf, voilà, on était en pleine abstraction. On se dit, voilà, il va faire une carrière et se diriger vers ce qu'on va appeler dans les années 60 le minimalisme, c'est-à-dire vers des formes toujours plus radicales, toujours plus élémentaires. Et en fait, cette question du corps humain le taraude, et c'est un modeleur, c'est quelqu'un d'extrêmement sensuel. Ipouste-Gui, il y a aussi toute une œuvre littéraire qu'il faut découvrir, qui est tout à fait étonnante. D'ailleurs, on le verra, il y a une exposition qui est consacrée dans le cadre de ce festival aux érotiques d'Ipouste-Gui. La question du corps le taraude. Et en 1962, repéré dans les salons de sculpture par un très grand marchand des années 1960 qui s'appelle Claude Bernard à Paris. C'est le marchand de Francis Bacon, c'est le marchand du sculpteur César, qui est tout jeune aussi à l'époque. Il va faire vraiment la carrière de beaucoup d'artistes dans le monde, puisque c'est un marchand qui va se développer, qui va défendre ses artistes aux États-Unis, qui va vendre dans le monde entier. Et Claude Bernard repère Ipouste-Gui dans un salon de sculpture et décide de le mettre sous contrat. Donc Ipouste-Gui n'a plus besoin de donner des cours de dessin.
il peut vivre de son art et il peut vraiment développer son univers de sculpteur à temps plein. Il fait un voyage en Grèce, il renoue en Grèce avec la grande statuaire historique, le fait de retrouver les colosses dans les musées, de voir l'architecture ancienne, de réfléchir sur les bas-reliefs des temples, fait qu'il revient à Paris avec le courage de dire, eh bien, même si c'est pas la mode, moi, je vais travailler sur la question du corps. Et il va proposer en 1962 une pièce qui est une de ces pièces tout à fait importantes, je trouve, historiquement, parce que on sent qu'il sort de cette tentation de l'abstraction, parce qu'elle a par exemple cette poitrine, là, on dirait vraiment des cylindres, quoi. C'est presque ou des obus usinés, quoi. Il y a quelque chose de très géométrique dans les proportions, dans les volumes de cette femme. Et elle avance, c'est une femme qui marche. Peu de temps auparavant, un grand sculpteur qui s'appelle Giacometti a fait un homme qui marche. Mais l'homme qui marche de Giacometti est vraiment un martyr qui sort de cette Seconde Guerre mondiale fort mal en point. Et Ipustegui, lui, va proposer une femme qui marche, qui est extrêmement puissante et qui a plus à voir avec les Vénus de la préhistoire, tellement elle semble invulnérable comme ça. Et il y a un jeu dans cette sculpture entre des parties très lisses, très, très, très finalisées, et d'autres parties qui sont laissées très, très brutes, presque comme de la terre naturelle, quoi, de la terre de sol. Et ça, c'est des choses. Ipustegui a beau avoir un début de carrière relativement autodidacte, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la sculpture, et ce jeu entre la nature et la culture, on pourrait dire, c'est un jeu qu'on trouve chez Rodin, qui lui-même l'a repéré chez Michel-Ange, et ça fait partie des grandes aventures de l'histoire de la sculpture du monde, d'essayer d'accorder la nature qui nous donne la matière première avec la culture qui en fait forme humaine. Et c'est vraiment une pièce qui est tout à fait belle. D'ailleurs, il y en a un exemplaire aujourd'hui dans une collection suisse très importante qui est la Fondation Gianada qui a un exemplaire et elle s'appelle La Terre. Donc cette pièce, elle va être présentée à la Documentaire Kassel, qui est l'événement le plus important pour le monde de l'art contemporain dans les années 1960. Et c'est une des pièces qui vont faire qu'Ipustegui commence à être très reconnu. Ouais, non, moi j'admire encore voilà, la patine aussi et le côté minéral effectivement de la sculpture, et cette couleur un peu verte, un peu végétale aussi. C'est vrai que vous avez parlé des mains et du travail autour du lissé et du brut, et qu'on retrouve à la fin de sa vie aussi, du coup, dans les dernières sculptures. C'est quelque chose que je n'avais pas noté. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on le verra dans les dernières pièces. Ouais. Ici, j'allais dire, la nature a peu de place, et la culture a beaucoup de place. Et c'est comme si le mouvement s'inversait un petit peu, et à la fin de sa vie, toute cette matière naturelle va finalement dévorer la culture, comme si la nature finalement triomphe un peu à la fin. Et c'est intéressant aussi parce que là, on était donc dans du plâtre qui par la suite sera fondu. Enfin, il y aura le plâtre sera moulé pour faire un tirage en bronze, mais au départ, donc, c'est un jeune sculpteur qui travaille en plâtre, faute de moyens, évidemment, pour réaliser un bronze. Ensuite, en 1957, c'est de l'acier plié. Donc, on est encore dans de la pièce faite, j'allais dire, faite à partir vraiment du travail, de l'empreinte du travail du corps. Et puis là, il est sous contrat, donc il peut enfin fondre des bronzes. Donc il travaille le modèle en plâtre, et ensuite on le moule, et on peut exécuter 8 exemplaires. C'est pour ça qu'on retrouve certains des exemplaires de ces sculptures dans d'autres collections. Donc on est dans les années 60, l'aventure démarre, très vite il est repéré, il a un grand marchand, il est à la Documentaire Kassel, il va être exposé à la Biennale de Venise, et très vite Ipustegui devient quelqu'un de très important, dont on parle dans un grand nombre d'ouvrages sur l'histoire de la sculpture. Il va se passionner pour ce corps, et on a affaire vraiment à quelqu'un, je crois, qui est extrêmement insatisfait du résultat, et qui va toujours chercher à avancer. Alors il y a des gens qui ont été un peu perdus dans l'œuvre d'Ipustegui au début, parce que quand on regarde 40 ans ou 50 ans et finalement 60 ans d'œuvre d'Ipustegui, il y a des cycles comme ça, et donc on se dit mais là il fait ça, mais il faut pas oublier qu'il y a plus de 10 ans entre cette pièce et celle-ci. Donc travail sur le corps en partant des Vénus mythiques, et un travail sur le corps qui est aussi un travail extrêmement contemporain, puisque Ipustegui se nourrit de son époque énormément. Il est passionné par la politique
politique, il est passionné par l'actualité et globalement, il est surtout passionné par l'effort, le travail, la victoire. Ce sont des choses, et la liberté plus que tout. En tout cas, ce sont les images qu'il cherche pour nourrir son imaginaire sont de cet ordre-là. Donc, il va se passionner pour tous les documents qui sont des documentaires à la télévision ou des photos qui paraissent dans la presse ou des ouvrages scientifiques qui paraissent, et il va vraiment travailler dans les années 60 sur les efforts du corps humain. Alors ça peut prendre des formes tout à fait étonnantes, et ça c'est une des pièces les plus spectaculaires qui représente une naissance par césarienne, mais alors il y a peut-être plus Oui, c'est vrai que tout le monde s'interroge un peu sur... Mais c'est vrai que c'est une césarienne, visiblement. Mais après, je crois que c'est inspiré aussi d'une photo d'actualité, il me semble, où il y a effectivement un chirurgien, on voit ses mains comme ça, ce cadrage. Mais dessus, je sais plus la date exacte, alors peut-être qu'il y a aussi entre 66 et 68, je vais dire. Oui, donc il y a aussi la résonance des propres naissances de ces enfants, donc je pense qu'il y a aussi ça qui interroge. Il y a souvent à un an d'écart des proximités entre des réalisations d'œuvres et puis des choses qui rappellent la naissance ou la gestation, ce genre de... Il y aura toujours des sujets intimes tirés vers l'universel. Et alors c'est une pièce extrêmement spectaculaire. Si vous connaissez l'origine du monde de Courbet, qui est au musée d'Orsay, qui est cette présentation d'un sexe de femme comme étant le commencement de tout. Ici, on a la version de l'origine du monde du XXe siècle, avec une matière tout à fait éclatante, donc quelque chose de tout à fait triomphant, et puis un cadrage qui est quelque chose d'absolument inédit, il me semble, dans l'histoire de la sculpture, c'est-à-dire qu'Ipousstegui reste cohérent par rapport au focus que font les photos scientifiques à l'époque ou les documentaires scientifiques, et il va couper, comme le ferait un cadrage photo, les bras du soignant ou le torse de la mère qui est en train d'accoucher, ce qui donne un objet tout à fait étrange où il manque des morceaux. Alors c'est vrai que quand il était en Grèce, il a vu des sculptures dont il manquait des morceaux parce que c'était des antiques qui n'avaient pas survécu à l'histoire, mais là c'est pas l'absence par usure, c'est vraiment le choix du cadrage, et c'est pour ça que c'est si important de penser toujours que c'est quelqu'un qui se nourrit de photographie et de cinéma. D'ailleurs, il a beaucoup d'amis cinéastes, puisque c'est dans cette période qu'il va développer, dans son atelier où il s'est installé près de Paris à Choisy-le-Roi, une communauté d'intellectuels. Certains vont même vivre à plein temps dans cet endroit, puisque c'est un ensemble d'anciens ateliers de céramique qui est très vaste. Ipousstegui occupe un atelier dans lequel, d'ailleurs, il a même par moments son lit de camp. Enfin, vraiment, il a sa petite guérite, et puis il a sa famille qui est en train de s'épanouir à Paris, où il rentre, il est entre Choisy-le-Roi et Paris pour la vie familiale, avec 2 filles qui sont nées là, et son épouse qui, je crois, a toujours eu la finesse de laisser le lieu du travail à l'ogre, au fou de travail, et puis de jouer comme ça. Mais donc ces sculptures vont naître dans un contexte où il y a des conversations importantes dans cette maison de Choisy-le-Roi avec des journalistes, des écrivains, des cinéastes, des gens de théâtre, des musiciens qui séjournent parfois dans cet atelier et qui discutent énormément. D'ailleurs, Ipousstegui fera aussi du cinéma comme acteur, mais aussi comme penseur de certains films avec ses amis. Il a donc fait des décors de cinéma, d'un film qui n'a pas vu le jour, mais enfin il avait réalisé des décors de cinéma, il aimait beaucoup ça, le cinéma. Donc cette question du cadrage, c'est vraiment, quand on le revisite aujourd'hui, c'est une des choses étranges qu'il apporte à la sculpture et qui donne un caractère très fort à certaines des œuvres. Et on a la même histoire dans cette pièce ici, qui est de ces années, deuxième moitié des années 60 aussi, et qui représente tout à fait étonnamment 2 paires de jambes qui plongent dans l'eau. D'ailleurs, on découvre toujours des choses parce que ça, c'est assez incroyable. Il y a le corps complet de la nageuse. Moi, je l'avais jamais vu. En montant l'exposition, on s'est rendu compte, parce qu'on dit toujours il a fait 2 paires de jambes, mais en fait là, il y a un détail où on voit c'est fou, le corps de la plongeuse, en fait, elle est complète.
Et c'est toute cette réflexion, donc je parlais tout à l'heure d'énergie du corps en mouvement, de force de travail qui sont ce qui fascine complètement Ipouste-Guy, c'est la dilatation de l'ordinaire qui fait que d'un seul coup, on arrive à la performance, quoi. Et parmi les choses qu'il regarde beaucoup à la télévision, il y a les Jeux Olympiques, il y a les compétitions sportives, et il y a un personnage qui le fascine en 68, c'est Kiki Caron, qui est la première athlète française qui va quand même porter le drapeau aux Jeux Olympiques de Mexico, qui va marcher en tête. Donc ça, on a aussi affaire, et c'est là qu'aujourd'hui ça devient un personnage tout à fait étonnant, c'est qu'on a affaire à un sculpteur qui est profondément féministe, et on le voit puisque la terre, la naissance, maintenant les jambes de Kiki Caron, quoi, c'est vraiment un hommage à la femme qui est en train de se mettre en place dans cette œuvre. Alors on retrouve ce cadrage tout à fait étonnant où finalement il met l'accent sur cette virgule que font les jambes au moment du plongeon. Il y a d'ailleurs quelques petites gouttes d'eau qui sont signifiées sur la pièce et sur ces moments où on se dépasse soi-même. Et quand on préparait l'exposition, je dis à Marie-Pierre, mais c'est dingue parce qu'il a tellement voulu signifier le dépassement de soi-même qu'il a donné aux jambes une courbe qui ne peut pas marcher parce que la jambe serait cassée. Et en fait, vous m'avez dit que faux. Oui, les photos, en tout cas la photo d'inspiration du départ montre que effectivement, il y a à la fois une tension et puis le fait d'être hyper laxe, comme c'est souvent chez les grands sportifs. Donc, du coup, effectivement, la jambe prend une position qui semble inimaginable et qui est saisie aussi par l'instant photographique. Et je pense qu'aussi le fait de figer l'instant, c'est quelque chose qui lui plaît. Pas juste l'anecdotique, mais de véritablement arrêter le temps aussi, je pense, à travers la sculpture. Et voilà une pièce qui est vraiment emblématique elle aussi. Enfin, je crois que dans cette exposition, on a vraiment réuni du lourd. Du lourd, c'est du lourd. Et d'ailleurs, l'expo s'appelle Ipouste-Guy monumentale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Kiki Caron, en chemin, elle a perdu son maillot de bain. Et ça, c'est la partie subversive, humoristique, militante aussi on est en 68 d'Ipouste-Guy, et ce désir de balancer à la figure de celui qui passe aussi le sexe féminin comme ça, comme un symbole de liberté. Et c'est ce qui fait que cette pièce qu'Ipouste-Guy commence par faire en marbre, parce que c'est l'année 67-68 où il va aller dans les carrières de marbre de Carrare en Italie, et il va travailler, donc nouvelle épreuve et performance à nouveau challenge plutôt je devrais dire, il va se mettre à tailler le marbre et il va sortir en marbre des pièces tout à fait impressionnantes, tout à fait époustouflantes. On a fait le choix dans cette exposition de présenter les bronzes, mais il faut aller absolument à Dain-sur-Meuse, au centre Ipouste-Guy, où il y a quelques pièces en marbre magistral, dont les plongeuses de l'original. Et le bronze a existé parce que la ville de Paris, voyant ce marbre, s'est dit on est en train de construire une piscine au centre de Paris, dans le quartier des Halles, ce serait formidable de mettre Kiki Caron à l'entrée de la piscine. Et puis finalement, quand le bronze est arrivé et que le conseil municipal a percuté que les baigneuses étaient sans culottes, pourtant voilà, les sans culottes c'est quand même quelque chose de joli pour notre histoire française, on a hésité et finalement la pièce ne sera pas mise en place. Et ça c'est la première fois, mais ça ne va pas arrêter dans la carrière d'Ipouste-Guy. On lui passe commande. Dans l'enthousiasme de son audace, et au moment où la pièce arrive et où il faut la mettre en place dans l'espace public, il y a une petite panique pudique et pudibonde qui fait qu'on fait marche arrière. Et là, c'est comme ça d'ailleurs qu'Ipouste-Guy donnera un certain nombre de pièces très importantes qu'on lui commande, et au moment où il livre la pièce, on la refuse, et il dit c'est pas grave, je la garde. Et il a donné comme ça un monument à l'évêque Neumann qui est dans l'église de Dain-sur-Meuse aujourd'hui, qui est un de ses chefs-d'œuvre en marbre et bronze, et voilà. Et les plongeuses sont restées dans l'atelier, la version en bronze, puisque la mairie de Paris a dit ah bah finalement c'est pas. Et en même temps, on se dit quelle tristesse si elle était habillée, ça serait. Du coup là, ça deviendrait anecdotique. Et ça serait, tout est aussi dans la nudité de la femme qui a brûlé son soutien-gorge et qui, brûle le reste. Moi, effectivement, c'est dommage que ça reste, on voit que ça reste quand même encore des sujets un peu tabous, effectivement. Et même aujourd'hui, parfois, les gens s'interrogent de savoir, tiens, pourquoi vous le racontez, du coup, avec une belle précision.
On est là aussi dans la fin des années 60. Hein. D'ailleurs, on voit bien avec les plongeuses, la naissance et puis la baigneuse. Alors cette fois-ci, c'est peut-être Kiki Caron aussi qui a inspiré cette baigneuse qui est peut-être, enfin, d'ailleurs, qui s'appelle Femme au bain. Donc, on retrouve ce corps féminin plongé dans l'élément aqueux au moment où il plonge. Alors, c'est un peu étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre son bain en se jetant comme ça en arrière dans sa baignoire. Mais enfin, on est à nouveau dans cette question de l'impact entre un corps physique et un corps liquide, comme on a là-haut. Ipustegui tourne autour du nu féminin, bien entendu, symbole de la libération sexuelle de cette année 68, mais il tourne aussi autour de cet élément liquide qu'il passionne. Dans ce qu'il écrit, il y a beaucoup de choses sur les fluides, sur l'insaisissable du fluide. Il y a même une pièce, par exemple, Hydrorage, qui est dans le parc de l'Hôtel de Ville à Bar-le-Duc, qui est une pièce inspirée par des textes sur le fluide comme élément à la fois protecteur, dévastateur et voilà, qui sont des choses qui le passionnent. Il y a aussi, enfin voilà, il a un rapport à l'eau qui est tout à fait particulier. Ambigu, oui, très ambigu. Un de ses premiers souvenirs, c'est d'avoir été mis pour le faire taire dans l'eau glacée par sa mère, qui n'était pas une grande tendre, et du coup, il a dit que ça lui avait donné une réaction un petit peu hostile à l'élément liquide. Et en même temps, on voit là qu'il est aussi à l'aise et attiré aussi par effectivement le mouvant et le côté insaisissable. Ouais. Voilà, alors peut-être qu'on devrait demander l'avis d'un psychanalyste, peut-être qui règle ses comptes là et que c'est lui qui balance sa mère dans l'eau à son tour, parce que c'est vrai que ce personnage est tout à fait étonnant et il est articulé comme ça en différentes pièces. Il y a à nouveau ce bronze poli qui est tellement spectaculaire qu'utilise parfois Ipustegui, et on voit ici se mettre en place une thématique qui va elle aussi ensuite accompagner l'œuvre pendant très longtemps. C'est que pour signifier l'intensité des émotions, on va jouer des jeux de personnages qui s'ouvrent un petit peu comme une fleur ou comme, je sais pas, un artichaut. Enfin, il y a une manière de signifier les différentes couches du corps dans lesquelles l'émotion passe et finit par, lorsque l'émotion est trop intense, faire éclater complètement. Et le visage de cette femme est tout à fait spectaculaire, parce que on voit vraiment c'est comme s'il y avait deux lambeaux de masque qu'elle arrachait au moment de l'émotion intense. Et il y a un autre visage, il y a même trois épaisseurs, puisque en dessous, on pourrait même imaginer d'enlever cette partie, puisqu'il y a des parties qui sont mobiles, hein, comme celle-ci. Là, j'ai pas mis mes gants, mais je ne sais pas si on peut. Oui, je vais faire comme ça, en faisant attention. Il est allé jusqu'à rendre mobiles certaines pièces qui font que, voilà, j'allais dire, le moment où elle est encore présentable, et puis le moment où elle explose complètement sous le choc, sous la surprise, et où elle a un visage alors de plaisir, ou de plaisir tellement extrême qu'il en éclate. Voilà, il y a un jeu dans la sculpture avec l'intensité des émotions. Et la partie qui est ici également peut se démonter, et donc on peut j'allais dire, le visage peut être décomposé, et le sexe peut lui aussi être ouvert si on le souhaite. Il y a un jeu comme ça avec les dessus-dessous, les apparences et l'intensité, quoi. C'est à l'évidence, c'est une banalité de dire ça pour les artistes, puisqu'ils sont tous des êtres hypersensibles, et c'est pour ça qu'ils arrivent à incarner le rapport au monde de toute une société. Mais à l'évidence, Ipustegui va se battre toute sa vie entre le fait qu'il faut avoir une apparence sociale supportable pour les autres, mais le fait qu'à l'intérieur, il y a vraiment une intensité des émotions tout le temps qui est prête à exploser et qu'il s'agit de contrôler. Et il y a un jeu aussi dans cette sculpture, et là encore, merci la saison Ipustegui, parce que on croit toujours qu'on connaît une œuvre et en fait on la connaît jamais, mais on a découvert, enfin moi j'ai découvert, parce que Marie-Pierre le savait, mais que dans la baignoire même, il y a des tas de choses qui sont cachées
cachés et qui sont à toucher. C'est un moment aussi où Ipoustéguy va faire des pièces en tissu ou en matière plastique cousue dans lesquelles on glisse les mains et on découvre des sensations. Par la suite, ça a été d'ailleurs beaucoup utilisé par les pédagogues, ces histoires de boîtes à secrets quand on va les yeux fermés. Et il y a aussi des marbres, on le verra dans l'exposition de la CB, où Ipoustéguy invite les visiteurs à mettre leurs mains à l'aveugle dans les marbres pour sentir des formes qu'il a taillées dans le marbre. Donc à chaque fois, donc des intentions, une virtuosité technique hors du commun et des propositions qui évoluent, comme ici l'éclatement lié aux émotions. Et on a une autre pièce, enfin on a deux pièces d'ailleurs là de ces années 70, et qui sont sur cet éclatement. Alors, j'allais dire, souvenez-vous de l'aspect monolithe du Christ du début ou de l'aspect tranquille, la force tranquille de la Terre de 1962. Dans les années 70, les émotions ont vraiment le pouvoir dans l'aventure d'Ipoustéguy, et ça va donner des pièces tout à fait spectaculaires, comme cette scène comique de la vie ordinaire. C'est comme ça qu'il va baptiser cette sculpture qu'il réalise en 1976 et qu'il va réussir à réaliser cette année-là pour signifier la plus atroce des émotions qu'il a pu ressentir durant son existence. Un drame qu'il a appris un jour qu'il venait d'arriver à Carrare pour tailler le marbre. Il a appris une catastrophe par un coup de téléphone, et 2 ans après ce coup de téléphone, il va réussir à concevoir cet autoportrait qui signifie le moment où la douleur extrême traverse le corps jusqu'à la conscience, et c'est un autoportrait éclaté, un homme en forme de chou pratiquement, tellement chaque muscle se relève, chaque réseau nerveux est signifié. Je ne sais pas je souhaite à personne d'apprendre des très mauvaises nouvelles, mais je pense que si certaines personnes ont eu des moments comme ça dans leur existence où on apprend une catastrophe terrible, voilà, c'est effectivement une manière de signifier l'éclatement, la sensation d'éclatement du corps, alors plus sous l'action du plaisir, comme on peut l'imaginer peut-être pour la femme au bain, mais sous l'action de la douleur. Et quand on connaît Ipoustéguy, enfin ses lunettes, son cigare, enfin c'est entre autres un autoportrait. Oui, bien sûr. Et le téléphone aussi, entre guillemets, d'époque, qui est le seul élément qui n'est pas en bronze et qui aussi, par la touche de couleur, rappelle voilà, la fulgurance terrible de l'instant. Mais c'est vrai qu'il a souvent dit qu'il avait eu la sensation d'imploser, en fait, d'éclater de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est une sculpture que j'ai vue dans mon enfance moi j'ai baigné, donc je ne me suis pas toujours interrogée sur la signification. Et c'est que tardivement, en fait, au moment où mon père est décédé, qu'on a parlé de cette sculpture à la maison et où j'ai enfin compris, en fait, quelle était la signification. Et c'est vrai qu'il a fait cette sculpture, et puis il a dessiné aussi beaucoup, enfin ça a été un objet d'étude comme un écorché de sa propre existence aussi, mais en dehors voilà, des petits éléments de lunettes et puis de cigares qu'il n'a pas beaucoup fumé, mais enfin qu'il devait fumer à cette époque. C'est vrai que il ne se met jamais en avant, c'est toujours une façon aussi, il y a une pudeur qui fait que on met un masque pour aussi parler à tous et rendre la chose aussi universelle. Il y a toujours une volonté quand même d'être assez universel dans ce qu'il vit, de ne pas être recentré sur son nombril. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas, ça. Et c'est une pièce où on sent donc cette passion qu'il avait pour la photographie d'anatomie, les documentaires sur la médecine, même qu'il y a eu la naissance. Quand on voit cette pièce des années 70, on se dit que finalement la naissance elle est très pudique parce que la peau est encore une armure, alors qu'ici il est écorché, quoi. Et d'ailleurs quand on connaît l'histoire des écorchés, des transits depuis la Renaissance, depuis le Moyen-Âge, même dans l'histoire de la statue en Europe, c'est un objet tout à fait passionnant, ça. Il faut
qu'on suggère au département de la Meuse un jour d'installer cette pièce en face de l'écorché de Ligéricher dans l'église de Bar-le-Duc pour un temps d'exposition. C'est vrai que on y aurait pensé avant, on aurait pu faire ça dans le cadre de la saison. Lui, aller le mettre face à l'écorché du XVIe siècle de Ligéricher dans la même ville, parce que. Mais j'allais dire, c'est des choses qui sont loin d'être anecdotiques, parce que Ipoustéguy naît à Dun-sur-Meuse, dans une région qui a été très très marquée par la Première Guerre mondiale. Et il ne faut pas oublier que cette Lorraine et la Meuse, donc l'un des départements lorrains, c'est une terre de frontière depuis l'Antiquité. C'est une terre de guerre et de résistance depuis l'Antiquité. Et Ipoustéguy porte ça beaucoup en lui, quoi, cette espèce de courage des gens de la frontière et de rapport au corps qui est un rapport de dignité verticale, mais de douleur aussi. Hein. Et c'est une pièce qui porte en elle, je veux dire, comme on disait, son intimité, mais aussi une identité forte qui est beaucoup plus universelle. Alors, on est dans les années 70, on est dans des pièces tout à fait étonnantes. Ça aussi, c'est vraiment un ovni, quoi. Quand c'est des sculptures, c'est peut-être une de celles les plus intrigantes, dérangeantes. Marie Le Casseur, qui est la troisième commissaire de cette aventure de la saison Ipoustéguy, quand on travaillait sur la disposition des sculptures, nous disait mais ce serait peut-être formidable de la mettre à l'entrée de l'exposition sur les érotiques comme un signal pour faire entrer le public. Et j'avoue, je me suis dit mais quelle audace, parce que même en 2020, je pense que cette sculpture sans préparation est extrêmement provocatrice, et peut-être même plus aujourd'hui que dans les années 70, puisqu'elle représente vraiment un moment d'accouplement entre il y a un corps masculin, un corps féminin. On retrouve les éléments qui sont tronqués comme il faisait avec le cadrage. Alors je ne sais pas si c'est une image d'un film peut-être qui a été à l'origine de l'idée première, ou si simplement aussi cette pratique qu'il a de cadrer, c'est aussi une manière de nous faire entrer dans la pièce encore plus, parce qu'effectivement l'homme n'ayant pas de tête, chacun peut très facilement s'imaginer à la place de cet homme. Et puis le fait que les bras ne se terminent pas, là aussi, ça donne une espèce d'ouverture qui permet d'être vraiment le nez dans l'acte et de participer à cet acte qui, au-delà de ça, est quand même inscrit dans un cube géométrique. Donc c'est une pièce tout à fait saisissante, parce que ce savoir construire qui est propre à Ipoustéguy depuis ces années post-cubiste, j'allais dire, on le retrouve ici. On retrouve l'histoire des masques, là, puisque cette femme, elle a son masque de surprise et puis son masque de plaisir basculé comme ça en arrière. Et une espèce de mouvement comme ça, avec une sensation de liberté très forte, de puissance. Puisque jamais il va faire un corps misérable, quoi. Même quand ils sont explosés, il reste extrêmement puissant, et la performance physique aussi, parce que la position de la jeune femme, moi j'admire, j'allais dire, je prends une leçon, parce que je pense quand même qu'elle est acrobate pour réussir à descendre ses genoux derrière ses épaules comme ça. Enfin, et alors on retrouve tout Ipoustéguy dans son militantisme pour la liberté sexuelle, pour la liberté en général, et une proposition tout à fait stupéfiante, quoi. C'est même, on avait l'origine du monde avec la naissance tout à l'heure, et là on est avant l'origine du monde, quoi. C'est à chaque fois pareil, c'est jamais des thèmes anecdotiques, quoi, parce que c'est Adam et Ève, enfin ce sont des grands mythes qu'on revisite, mais avec cette audace hyper réaliste, puis ce savoir. Là, on peut passer des heures rien que sur une sculpture, parce que la manière dont est représenté le corps. Faut aussi connaître donc les marbres qui sont taillés quelques années au moment de cette sculpture, qui sont des pièces techniquement qui sont complètement virtuoses, quoi. Le savoir représenter la cambrure d'une cheville, ou il y a vraiment un hyper-réalisme qui est rare, quoi. Donc on sent qu'il maîtrise tellement le volume que il peut en faire ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, l'acrobate, c'est la femme qui est là, mais l'acrobate, c'est aussi Ipoustéguy dans sa manière de proposer, de montrer le corps de manière inédite. Je ne sais pas si on peut... Oui, non, mais c'est vrai que je ne sais pas quel film il a regardé pour réaliser. Je n'ai pas dû le voir avec lui, certainement, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est sur... Il y a le côté, effectivement, un peu de cadrage, toujours, qui est assez étonnante, et puis une pièce qui s'appelle quand même La Maison, donc...
au-delà de, il y a toujours un petit truc qui fait que on n'est jamais dans quelque chose justement enfin, qui est fait pour provoquer ou pour déranger. Il y a toujours quelque chose qui donne, voilà, qui donne un autre regard, en tout cas, sur la façon dont on peut envisager la sculpture. Et c'est vrai que c'est à la fois, voilà, c'est l'unité qui peut naître dans un couple au moment de l'acte sexuel, et puis c'est aussi, voilà, c'est cette nouvelle dimension que va apporter aussi la rencontre ici d'un homme et d'une femme, au-delà de du simple acte, quoi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur la façon, la délicatesse aussi, voilà, des tendons, des choses comme ça. On peut vraiment le regarder petit bout par petit bout, un peu comme on le ferait effectivement au cinéma ou en photo, où on pourrait faire des gros plans, des zooms. C'est incroyablement juste. Même là, on voit là, j'ai juste sous le nez un petit orteil là, qui est tendu comme ça. C'est vraiment impressionnant. J'ai oublié du coup de parler des peintures qui nous entourent, puisqu'on a choisi une douzaine de peintures d'Ipousteguy qui sont partie plus confidentielle de son œuvre. Elles ont été montrées, je crois en tout et pour tout, 2 fois, une fois dans une galerie, une fois dans une foire d'art contemporain, très récemment, en plus, il y a moins de 10 ans. C'est un ensemble de peintures qu'Ipousteguy fait à la fin des années 1960. Donc là, j'ai avancé jusqu'aux 70, j'aurais dû en parler juste avant de parler de ces 2 pièces ici. Et dans un moment où ces sculptures en marbre ont vraiment très bien marché, et il veut se remettre au bronze, mais il veut se ménager peut-être un peu de respiration, comme il le fait aussi à d'autres moments avec du dessin, entre des grands cycles, une fois qu'il a eu des grandes commandes, des pièces monumentales. J'ai parlé tout à l'heure de son marchand, mais il expose dans le monde entier à ce moment-là, jusqu'en Australie, jusqu'au Japon bientôt. Enfin, c'est un sculpteur qui est beaucoup plus connu d'ailleurs à l'international qu'en France, et même quoi qu'en Meuse, ça devient quand même un bon partenaire qui a été reconnu par et soutenu énormément par le département d'ailleurs. Donc ici, voilà, Ipousteguy, j'allais dire, ici comme au Japon, en Australie ou aux États-Unis, Ipousteguy est très reconnu. Mais à l'échelle de la France, toute cette bataille qu'a menée Ipousteguy, qui n'était même pas une bataille, d'ailleurs c'était naturel pour lui, toute cette manière de dire le corps pendant la deuxième moitié du XXe siècle n'était pas à la mode. Donc ça explique un retard d'ailleurs qui est en train de se recaler complètement, puisque dans beaucoup de musées on est en train de réintroduire l'art figuratif et la sculpture, qui ont été les grands oubliés de la deuxième moitié, enfin des années 70 à 2000. Et j'entendais par exemple hier, je parlais avec le conservateur du musée de Roubaix qui me disait Eugène Dodaigne, ça y est, le centre Pompidou met une pièce dans son accrochage, et le musée de la ville de Paris, qui en avait une dans les réserves, est en train de le sortir. Voilà autre exemple d'un grand sculpteur du Nord-Pas-de-Calais qui a été complètement disparu des radars pendant 30 ans. Enfin bref, tout ça pour dire que Ipousteguy, fin des années 60, début des années 70, superstar mondiale. Et à ce moment-là, il fait une pause et il va faire de la peinture, puisque son galeriste Claude Bernard a un atelier dans Paris qui était occupé précédemment par le peintre Sam Zafran, qui quitte cet atelier, et Ipousteguy s'installe là pour un an et demi, entre fin 66 et 68, et va faire tout cet ensemble de peintures, donc se coller à la question des 2 dimensions, de la couleur, et renouer finalement avec ses premières amours, puisqu'au tout début, dans les années 30-40, il a fait de la peinture et du dessin. Et va sortir une série de peintures, là encore, qui n'ont pas été du tout mises à leur place aujourd'hui, mais on l'a bien vu quand on a amené ici une quinzaine de représentants de la presse nationale pour leur faire découvrir les expositions. La peinture les a stupéfiés, notamment Yitzhak Goldberg, qui est docteur de l'université et qui est spécialiste vraiment de l'histoire de la peinture de la deuxième moitié du XXe siècle, était très étonné de voir que cette peinture n'était pas plus reconnue. On y retrouve tous les thèmes d'Ipousteguy, qui sont la question du corps, de l'anatomie, la question du plaisir, la question de la liberté, et qui sont traités de manière très synthétique, très efficace et techniquement quasiment en bas-relief. On sent quand même qu'on a affaire à un amoureux de la matière. C'est des très belles peintures qu'il faut regarder avec une lumière rasante comme ça, et qui
qui font jaillir les mêmes problématiques que la sculpture et qui sont tout à fait intéressantes avec des expériences très, très radicales et minimales, même dans le travail des fonds par exemple. Et je trouve que se dire qu'en 67, il fait des passages de blanc comme ça à la spatule, par rapport à des grands peintres comme Pierre Soulages qui feront ça avec une spatule et du noir 20 ans plus tard, c'est assez intéressant quoi, de le placer dans une recherche picturale aussi qui est complètement indépendante et extrêmement moderne par rapport à l'époque. Donc voilà pour les peintures. On avance dans les années 70 encore, fin des années 70 et début des années 80, avec un très important monument commandé par l'État à Ipouste-Gui. En 81, il a une grande exposition à Paris, il reçoit une distinction, une médaille du ministère de la Culture, et le président de la République lui commande une pièce, pardon, c'est pas une commande présidentielle, celle-là je confonds avec Rimbaud. Le ministère de la Culture, de la Défense lui commande, je vais y arriver, lui commande une pièce pour l'hôpital du Val-de-Grâce, qui est l'hôpital militaire à Paris, et la commande précise qu'on souhaite un monument qui représente un soldat blessé et un soldat guéri. Et il va partir sur ce thème, et voilà la sculpture qu'il va proposer et qui va stupéfier complètement le ministère de la Défense, qui va la refuser d'ailleurs, en estimant qu'il n'y a pas de soldats. Violemment, qu'il a la refusé violemment, parce qu'il y a eu des refus plus ou moins, mais ça c'est vraiment le rejet même, enfin, qui a provoqué un esclandre au moment où ça s'est fait, c'est-à-dire que voilà, le général était écarlate et avait dit la phrase suivante: des gens comme vous, il faut les sortir à coups de pied dans le cul. Donc c'est quelque chose, ça avait fait trembler aussi le ministère de la Culture. Donc il y a eu c'était vraiment un rejet total. En même temps, on peut se demander pourquoi le ministère de la Défense a été voir Ipouste-Gui, sachant voilà, tout ce qu'il avait fait avant, mais ça c'est les mystères de l'histoire. En tout cas, la pièce choque énormément, alors que là encore, quand on la regarde aujourd'hui, elle est tout à fait étonnante. Elle est cinématographique, on l'a vu avec d'autres pièces, parce qu'il y a effectivement le jeu des deux personnages, c'est presque comme dans les photos de Muybridge. À l'arrière, le personnage est en train de tomber, alors il est tronqué, on retrouve les histoires de cadrage qu'on a vues depuis tout à l'heure. Il y a une main qui sort comme de terre et qui l'empêche de tomber complètement, donc il est retenu. Et puis celui qui est en train de guérir devant, il y a deux bras qui l'attrapent pour le lever et qui le sauve. Et on voit, alors c'est un petit peu comme tout à l'heure avec ces histoires de nature-culture, il y a une partie du corps qui était déjà partie à la terre quasiment, hein, pratiquement morte, et l'autre qui est en train de redevenir triomphal à la grecque, j'allais dire, à la manière classique. Et il y a ce jeu entre les deux, le côté Janus, comme ça, les deux faces d'un individu blessé qui peut-être va basculer vers la mort ou peut-être va être relevé vers la vie. Donc pour le coup, la commande, elle est complètement respectée. Et c'est une pièce assez saisissante. Il faut tourner autour parce qu'elle est magnifique de partout, et elle a un visage aussi qui a beaucoup agacé apparemment. Oui, enfin en tout cas c'est une des pistes. C'est effectivement un visage assez peu martial, on pourrait dire ça comme ça, et effectivement qui a été réalisé par Ipouste-Gui à partir du visage, d'un moulage de visage d'une jeune femme qui travaillait, qui était artiste et qui travaillait aussi à Choisy-le-Roi. Et on a des photos, voilà, d'Espatin et Gobelli ont pris en photo, qui sont des photographes qui sont aussi exposés dans le cadre du centenaire, ont pris des photos, voilà, de ce moulage, et ensuite du travail d'Ipouste-Gui qui a consisté aussi à élargir bien sûr le visage, un visage qui était fin. Et c'est vrai que ça lui donne ce visage une douceur qui est très forte, et on sent, une fois qu'on le sait, effectivement, on voit finalement cette androgynie du visage qui peut-être aussi, je pense, a dérouté, pas mal de monde. On avance dans les années 80 et on se rend compte que Ipouste-Gui travaille quand même depuis plus de 30 ans la forme. En matière de représentation du corps, j'allais dire, a montré qu'il était complètement capable de présenter le corps dans les positions les plus invraisemblables, dans les apparences les plus éclatées, pas décharnées, mais dépecées, jamais décharnées, mais toujours dépecées.
et va entrer dans un nouveau cycle au début des années 80 et plus encore dans les années 90, qui va consister à s'interroger, puisque le corps, j'allais dire, il le tient, sur ce qui fait exister un corps et sur ce qu'il y a autour du corps. Et c'est très étonnant ce travail qui suit, qui est consacré et surtout à l'ombre du corps. Alors ça commence avec des présences, là c'est très intéressant parce qu'on retrouve presque la cuisse et le bas du ventre de la Terre de 1962, comme ça, ronde, tendue, les seins aussi. Et puis il y a ce masque qui se pose devant la jeune fille qui est cachée derrière. Et qui est comme ça un corps qui est en train de se parer ou de s'habiller. Alors je ne sais pas si c'est la pudeur qui arrive avec le grand âge et la sagesse, mais en tout cas il y a une partie du bronze qui enveloppe comme ça le personnage et qui est une ombre qui le fait, qui nous rend l'anatomie moins visible. Et c'est peut-être plus encore le théâtre cette fois que le cinéma, encore qu'il y a du Belphégor dans la figure de cette jeune femme. Et donc il y a tout un travail très étonnant sur les interstices et les ombres qui va se mettre en place dans les sculptures des années 80 et 90 et dont on va trouver des éléments tout à fait étonnants qui ne renient pas pour autant les premières amours d'Ipousstegui, puisque ici par exemple, ça c'est Marie-Pierre qui m'a appris qui était le personnage en fait qui est présenté ici. Oui, alors du coup, peut-être en plus, maintenant que je les revois, il y a un peu un jeu entre les deux, parce que là, on reconnaît aussi peut-être, il a rencontré, et il appréciait beaucoup, une ancienne meneuse de revue dont peut-être les gens ont un petit peu oublié le nom, qui s'appelait Lisette Malidor, qui était une sorte de Joséphine Baker, mais de la fin du XXe siècle. Et c'est vrai qu'il l'avait rencontrée, je pense qu'il admirait aussi cette beauté un peu théâtrale comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'elle aussi, tout comme il y a du Surya Bonali, qui était la patineuse, une patineuse célèbre là aussi à la fin du XXe siècle, dans ce corps où là c'est plus... Là, la référence est plus explicite parce que il regardait le patin parce qu'il était fasciné par les corps qui tournent et qui tourbillonnent. Et c'est vrai que là, du coup, les photos et ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu voir comme image, font que ça, c'est une certitude, c'est elle. Là, du coup, le jeu entre les deux et le fait que ce soit aussi incarné en jeune fille, en jeune femme, effectivement, je pense que la sagesse et l'âge transforme le regard aussi du sculpteur sur le corps féminin, c'est des deux côtés. Oui. Enfin, Surya Bonali reste quand même extrêmement comme une grappe de fruits, comme ça, d'une grappe de raisin très, très, très offerte, et c'est vraiment très étonnant. Donc on va avoir dans la fin de l'œuvre, enfin l'œuvre de la fin de vie d'Ipousstegui, des pans d'anatomie comme ça extrêmement virtuoses dans la composition, qui jaillissent comme ça de grands pans, de grands pans quasiment géométrique. Et ça, c'est aussi parce que dans les années 80-90, il a des très grandes commandes publiques, des monuments qui parfois font 8, 10 mètres, 15 mètres de haut, et qui va travailler avec des grands pans d'acier, en découpe d'acier pour construire. Il y a un monument comme ça à Bagnolet, il y en a un à Chalon-sur-Saône, il y en a plusieurs en Allemagne. Et donc je pense que aussi le fait d'avoir retravaillé en plaques de métal pour les monuments a peut-être inspiré aussi ces plaques qui d'un seul coup reviennent dans l'univers du bronze d'Ipousstegui. Et puis peut-être rappeler Françoise, parce que l'introduction de l'ombre aussi dans les sculptures à partir de Louise Labbé, où il va faire des sculptures avec ombre intégrée, on pourrait dire ça comme ça, aujourd'hui à partir de la sculpture qui est à Lyon, qui est Louise Labbé, où du coup effectivement l'ombre va rentrer pour le reste de ses sculptures d'une façon proche, parce que pour lui c'était un peu sa révélation, on va dire, des années 80, c'est de se rendre compte que tout objet est attaché à son ombre, à l'ombre projetée, et du coup il va travailler aussi avec l'ombre, alors une ombre qui peut-être enveloppe de plus en plus ou se fait de plus en plus mystérieuse, ou effectivement en écho avec du monumental et des grandes plaques effectivement de métal un peu qui rejoignent peut-être aussi des choses plus abstraites quelque part, parfois. Dans ces années-là, oui, dans les grands monuments en France, il y a notamment cette place Louis Pradel à Lyon, pour laquelle il conçoit 5 groupes monumentaux.
Et il y a aussi, dans ces années-là, le Rimbaud que lui commande le président de la République, et qui est un personnage comme ça aussi construit à partir de masse. C'est beaucoup moins charnel ou musclé, j'allais dire, que d'autres personnages, et beaucoup plus poétique et beaucoup plus dans l'arabesque, qui sont des choses aussi. C'est un moment, les années 80 et plus encore les années 90, où il va se mettre à dessiner à nouveau énormément, à faire du dessin, de l'aquarelle, et à travailler des courbes qui sont vraiment comme des calligraphies dans l'espace et qui sont beaucoup moins liées à cette représentation du corps, et beaucoup plus dans l'idée des fluides et alors retour à l'abstraction en tout cas de la manière de dire le monde. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a. Il y a aussi j'allais dire, là on retrouve le Ipouste-Guy modeste, travailleur, humble, parce que dans ses travaux de plaques découpées qu'il va faire dans ces années-là, rien ne part à la poubelle. Donc s'il y a eu une plaque dans laquelle on a découpé un ou deux morceaux, et ben on la recyclera et on la réutilisera dans une forme, et tout est réutilisé. Tous ces jeux de plein et de vide travaillés dans des plaques vont donner des pièces assez étonnantes de simplicité parfois. Au musée, on a présenté des choses très belles que la conservatrice du musée Barrois, Claire Paillet, a trouvées dans l'atelier d'Ipouste-Guy et que moi je ne connaissais pas, qui sont des nuages. En fait, il y a un nuage qui est fait simplement avec une boule de matière dans laquelle il y a l'empreinte d'une main, et juste comme ça mis en décalage sur une plaque. Et il y a, je crois, un nuage du matin, un nuage du midi, un nuage du soir. Et enfin, je veux dire, c'est une espèce de leçon aussi d'éblouissement permanent, quoi. C'est quand même génial. Quand il fait ces petits nuages sur une plaque comme ça, il a plus de 80 ans, et c'est juste quelqu'un qui se rend compte de la beauté du monde, et c'est vraiment des leçons, quoi, ces pièces de fin de vie. Et on a ici, pour finir l'accrochage, parce que peut-être vous commencez à fatiguer quand même, on pourrait rester des heures dans l'exposition, mais on a des pièces de la dernière époque, les derniers bronzes que va faire Ipouste-Guy, et qui sont des âges. L'âge de la décision, l'âge des résolutions, l'âge des conclusions. Et le premier, c'est... Ah, les possibles. Et les 4 âges, un peu comme les 4 saisons qui sont des pièces. Alors, il y a des parts de recyclage. Moi, j'adore celle-ci, qui est comme un enfant qui sort de l'ombre avec sa balle pour jouer. L'empreinte d'une petite main d'enfant, là, un chapeau de soleil. Je trouve que c'est une pièce à voir vraiment. On l'avait mise d'ailleurs comme ça pour accueillir les visiteurs, et pour qu'ils apprivoisent Ipouste-Guy et qu'ils rentrent sans appréhension, parce qu'il y avait cette espèce de visage d'enfant qui les accueillait. Et puis les résolutions et les conclusions, qui sont des pièces très étonnantes, très romantiques, je trouve, dans la matière, dans le travail de la matière, avec ce personnage assez théâtral aussi, qui semble sortir de l'ombre et chausser ses bottes de 7 lieues pour aller parcourir le monde. Et puis cette espèce de grande colonne vertébrale finale, on dirait un granit taillé, tellement la matière est modelée de manière très, très brute, quoi, on dirait vraiment, on retrouve notre sensation de mystère du monde qu'on avait déjà dans le cénotaphe en 57, et on se dit que c'est quand même la sculpture, l'âge des conclusions, de quelqu'un qui n'a pas épuisé le mystère de l'existence, et qui lui rend un hommage comme ça, extrêmement minimal et bouleversant. C'est vrai que quand on n'a pas vu toute l'œuvre, peut-être cette pièce est un peu trop hermétique et compliquée à lire, mais une fois qu'on a fait la balade dans l'expo, elle est vraiment tout à fait étonnante. Et puis il faut faire le tour. Elle a une colonne vertébrale très marquée comme ça, c'est des objets qui sont loin d'avoir épuisé leur sens, je crois. On en parle comme ça parce qu'on les a fréquentés grâce à cette exposition. Enfin, moi, en tout cas, grâce à cette exposition, je suis rentrée, je pense, un peu plus dans cette œuvre, mais il faut du temps pour rentrer dans un univers. Et je pense que nous, on est loin d'avoir épuisé les sens qui sont mis en scène, et peut-être même que lui, le faisant, fonctionnait aussi avec des intuitions et ne maîtrisait pas forcément l'importance de ce qu'il était en train de faire toujours. Non, c'est vrai que on finit sur quelque chose qui est moins triomphant, bien sûr, que le début, et en même temps, effectivement, on est à la fois en terrain de connaissance, parce que
voilà, on reconnaît un visage, on reconnaît une épaule, un bras, et en même temps on est vraiment entouré de mystère, et on a envie de rentrer là, surtout dans celle-là, on a envie de rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y cache. Je ne suis pas sûre qu'on y trouve une réponse, mais effectivement, en tout cas, la thématique du mystère, ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'il aimait. Il aimait d'ailleurs ne pas comprendre. Il disait « Ah non, mais laisse-moi, j'ai pas besoin d'explication, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le mystère. » Et je pense que aussi, là, on le voit aussi dans ces sculptures, elles nous interrogent plus qu'elles nous apportent de réponses finalement sur leur signification. Et c'est vrai que c'est, voilà, aussi en tant que spectateur, c'est intéressant d'être interrogé finalement par ce qu'on est en train de voir, alors qu'on pensait avoir des réponses finalement. Je trouve que ça, c'est intéressant.